Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Dev Café, l'émission qui essaie tous les jours de vous résumer ce qu'il faut retenir autour de l'actualité du développement. Alors parfois il y a du positif et parfois un tout petit peu moins, et typiquement aujourd'hui c'est un peu un savant mélange entre les deux, avec notamment une alternative pour Crashlytics sur mobile, en passant aussi par le marché de l'emploi qui se grippe un tout petit peu en France. Mais avant de commencer, j'ai quand même deux petites annonces à vous faire. Alors pour rappel, déjà ce soir, on se donne rendez-vous vers à peu près, on va dire, 20h30 pour la retransmission de la keynote pour les développeurs de la Google I.O. Dans l'idée, elle commence normalement vers 21h, mais avant, en fait, il y a la conférence grand public, la keynote grand public, et bien tout simplement, ce temps, il va nous permettre de faire un petit résumé, parce que quand même, je dois vous cacher que lors des éditions précédentes, eh bien la première keynote, on s'endormait un tout petit peu devant. Bon, pour ça, je vous ai mis le petit lien dans le i, comme d'habitude, en haut à droite de votre écran, comme ça, vous pourrez par exemple mettre la notification. Et d'ailleurs, Martin qui participera ce soir, il vous fait gagner des chaussettes avec le bonhomme Android si vous devinez le prix du futur Pixel Fold. Pour ça, vous avez qu'à lui répondre sur Twitter et je vous ai mis là pour le coup le lien dans la description. Et sinon, le deuxième sujet, il a aucun rapport, mais c'est que des nouveaux mots ont été rajoutés au dictionnaire et typiquement dans notre écosystème, il y a métavers et métaverse qui font leur entrée. Et bon, vu que Facebook fait un tout petit peu marche arrière dessus, le dictionnaire il est un peu à contre-courant. Et dans les autres mots qui pourraient vous être familiers, il y a ghoster, être en PLS, chiller ou encore crush. Par contre, faites attention, aquaponie, malheureusement ça veut pas dire aquaponer, et moi je suis déçu. Bon, allez, ce Dev Café, il dérive beaucoup trop pour commencer, allez, on se remet tout de suite sur les rails et direction le programme que je vous avais indiqué au tout début. Comme premier sujet, c'est une rumeur, mais normalement elle est quasi sûre, car il s'agit des prochaines versions de macOS et d'iOS, et en l'occurrence, elle devrait arriver la semaine prochaine, mais si je vous en ai peu parlé jusqu'à présent, c'est parce que côté développement, c'est un tout petit peu le désert de Gobi. Malgré tout, il y aura les ajouts que je vous avais déjà énumérés sur WebKit, mais qui ne sont pas aussi importants que l'arrivée des notifications sur la dernière version par exemple. Donc voilà, sachez-le, normalement avec des guillemets, en milieu de semaine prochaine, il devrait y avoir un iOS 16.5. D'ailleurs, vu qu'on évoque les rumeurs, volontairement, je ne vous parlerai pas de celle autour de la Google I.O. parce que c'est toujours bien d'éviter de se faire spoiler. Côté .NET MAUI maintenant qui est le successeur de Xamarin, on devrait en apprendre plus lors de la conférence Build de Microsoft à la fin du mois. Mais on a déjà un peu de teasing de la part de Jonathan Papers qui travaille justement chez Microsoft. Il nous montre que le passage de .NET 7 à .NET 8, il va considérablement améliorer les performances. Et ici, son graphique, il manque un tout petit peu de légende, mais dans l'idée en ordonnée, ce sont le nombre de frames qui sont requises lors du scroll, et on voit très clairement que la courbe en orange, elle est plus basse, ce qui est donc une bonne nouvelle. Après, attention quand même, car je vous ai parlé de la conférence Build, mais .NET MAUI avec .NET 8, il faudra attendre le mois de novembre. D'ailleurs, pour rappel, je vous ai montré la semaine dernière un outil pour migrer de Xamarin Forms vers .NET MAUI, que je vous ai d'ailleurs remis dans la description. Parce que pour rappel, c'est bien la fin pour Xamarin. D'ailleurs, avant de refermer cette section, une nouvelle version de .NET MAUI est disponible depuis hier soir, et elle supporte la dernière version de Xcode, à savoir la 14.3. Mais pour rappel, l'App Store, il n'exige que la 14.1, mais c'est toujours bien d'avoir un tout petit peu d'avance. Ensuite, j'imagine que vous connaissez tous Crashlytics, et si toutefois vous n'aimez pas l'emprise de Google, généralement Sentry est une bonne alternative. Et je pense en avoir trouvé une autre, à savoir Embrace, mais je pense que je suis un tout petit peu en décalé car j'ai trouvé du contenu dessus depuis à peu près 3 ans. Et là où Embrace est intéressant, c'est qu'il va donc être très bon pour récolter des crashs des applications, mais surtout il est ultra complet sur les plateformes qu'il supporte, à savoir Android et iOS, mais aussi Flutter, React Native et Unity, et de manière un peu plus anecdotique, il y a même tvOS. Alors je sais pas si vous connaissez, auquel cas surtout n'hésitez pas à faire des retours dessus dans les commentaires, mais d'une manière générale les rapports ont l'air d'être très complets car il ne s'agit pas simplement des crashs, mais il y a aussi des ANR, c'est-à-dire des applications qui ne répondent plus, où il liste encore les URL qui retournent des erreurs. Et cerise sur le gâteau, vous avez des intégrations comme Jira pour automatiquement créer des tickets. Par contre, autant j'ai pu vous faire une description dithyrambique jusqu'à présent, autant leur modèle de tarification est un gros zéro pointé, car on a le droit à 45 jours d'essai gratuit, et ensuite le tarif il est défini en one-to-one, autant dire qu'une fois que vous avez tout bien intégré, c'est là où on vous annonce la douloureuse, et malheureusement c'est pas le premier service qui fait ça, et je pense qu'ils y sont forcément perdants. Bref, n'hésitez quand même pas à me faire vos retours dans les commentaires. On reste un peu dans cette thématique de gestion des applications avec cette fois-ci Amazon qui propose des smartphones dans le cloud avec son AWS Device Farm. Et la petite nouveauté, c'est que dans leur data center dans l'Oregon aux États-Unis, vous pouvez maintenant demander l'exécution sur des terminaux routés. Mais là aussi, gros carton rouge, car pour y avoir accès, c'est forcément par leur tarification qu'ils appellent les appareils privés, c'est-à-dire des téléphones qui ne seront pas partagés avec d'autres développeurs. C'est donc une bonne nouvelle côté sécurité par exemple, par contre niveau coût, c'est à minima $200 par mois.
Comme quoi, là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures, mais il faut quand même avouer qu'avoir besoin d'un accès route, c'est quand même assez spécifique. Et enfin, une mauvaise nouvelle si toutefois vous êtes chez Bitrise, car il y aurait de plus en plus d'attaques de type Poison Pipeline. Et par mesure de sécurité, alors qu'auparavant les pull requests, elles pouvaient déclencher automatiquement un build, depuis vendredi dernier, ils ont forcé tous les comptes à basculer vers une action manuelle à la place. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette fameuse attaque de type Poison Pipeline, vous allez me dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui a accès au code source, mais pas à l'environnement de build. L'idée est que l'attaquant va essayer d'en profiter pour faire potentiellement tourner des scripts qui pourraient avoir des conséquences. Voilà, donc si vous n'aviez pas encore mis en place des mesures contre ce type d'attaque, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on est à peu près vers le milieu de la vidéo, et donc place aux actus en bref. Et vous savez, au début de la vidéo, j'ai parlé de mauvaises nouvelles, eh bien, hélas, il va y en avoir. Pour commencer, malheureusement 2 mauvaises nouvelles. D'une part, Intel compte se séparer de 20% de ses effectifs dans les branches Client Computing et Data Center. Et du côté du réseau social LinkedIn, ce sont 716 postes qui vont s'évaporer et notamment la fermeture de la déclinaison chinoise. On reste dans les mauvaises nouvelles puisque des millions de sites WordPress sont vulnérables à une faille de type XSS s'ils utilisent les plugins Advanced Custom Fields et sa déclinaison Pro. Un patch existe déjà, mais avec 2 millions d'installations, rien n'assure que 100% des sites ne fassent la migration immédiatement. Ensuite, le salon Mobile World Congress a reçu une amende de 200 000 € suite à l'édition 2021 où la CNIL espagnole a estimé que les demandes de consentement autour des systèmes de reconnaissance faciale ne respectaient pas le RGPD. Et ensuite, dans les semi-bonnes nouvelles, car ça dépend des points de vue, si vous avez un compte Twitter que vous utilisez peu, n'hésitez pas à vous reconnecter dessus car notre ami Elon est en mode nettoyage de printemps. Il indique ainsi vouloir supprimer les comptes inactifs et malheureusement les critères de suppression ne sont pas connus. Et enfin, on va tout de même finir avec du positif car les noms de domaine en .web vont enfin être disponibles. Sans revenir dans les actions légales qui se sont déroulées ces dernières années autour de cette extension, maintenant c'est sûr, le .web sera disponible à l'achat en 2023. On reprend et autant GitHub Copilot est un superbe outil, autant il a quelques casseroles derrière lui, comme quoi c'est pas qu'une situation française. Mais bon, sa base d'entraînement, elle est sur l'ensemble des repos publics de GitHub, sauf qu'il y a notamment des projets open source dans la licence, elle demande notamment de citer les sources, et notre cher GitHub Copilot, il s'assoit très bien là-dessus, à tel point qu'il y aura un procès aux États-Unis, mais on sait pas trop quand. Mais tout ça pour en venir au fait que je suis tombé sur cette page qui demande explicitement aux développeurs open source de ne plus publier sur GitHub. Alors honnêtement, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses, mais jusqu'à présent c'est plutôt un pétard mouillé. Mais imaginons qu'un repo soit hébergé par exemple sur GitLab, normalement il n'y a pas de problème. Sauf que si quelqu'un y prend le code et il vient le publier sur son compte GitHub, et bien dans ce cas tout en ballot. C'est pour ça qu'il y a maintenant un badge dédié qui demande explicitement à ce que le contenu ne soit pas uploadé sur GitHub. Mais bon, très clairement, c'est pas un badge qui va changer les choses, mais on pourrait quand même imaginer que GitHub exclut automatiquement les repos qui ont ce badge, mais surtout, si vous voyez ce badge rouge, et bien désormais, vous savez à quoi ça correspond. On poursuit en restant sur GitHub, et vous avez peut-être remarqué un phénomène un tout petit peu étrange si vous avez un repo public, c'est tout simplement des pull requests ou alors des commentaires qui sont un peu étonnants, et très vite, en fait, on comprend qu'il y a derrière ChatGPT. C'est en effet ce que dénonce le message ici sur Mastodon, mais bon, d'une certaine manière, ça semble être le nouveau spam des développeurs. Alors moi de mon côté, je peux vous confirmer en avoir déjà vu passer, mais ça reste quand même une minorité. Après là-dessus, j'ai plutôt eu l'impression que jusqu'à présent, c'était des profils juniors qui voulaient en quelque sorte avoir un beau CV, donc ça part d'un bon sentiment, mais bon, disons que parfois, il vaut mieux rien faire. Là aussi, je vous invite aussi à partager vos retours dans les commentaires pour savoir si c'est un phénomène qui est isolé ou, hélas, notre futur. Ensuite, ça fait un petit moment que j'avais pas évoqué la situation, mais dans la partie en bref, je vous parle très souvent des licenciements, mais ça reste essentiellement en dehors de l'Europe. Il y en a des statistiques qui viennent tout juste de sortir sur l'emploi dans les startups françaises, vous savez, c'est la fameuse French Tech. Alors attention, il s'agit bien des emplois en général, mais pas spécifiquement des développeurs, mais malgré tout, vu qu'il s'agit du rapport du Numéum, ce sont des sociétés qui doivent en majorité en faire appel. Alors si vous regardez la courbe du milieu, vous voyez qu'en 2022, tout allait bien, sauf en décembre, mais la chute était limitée. Sauf qu'en 2023, au mois d'avril, c'est un peu plus de 3500 emplois qui ont fini à la porte, c'est-à-dire autant que les créations du mois de mars et la moitié de février. Et plus précisément, le nombre d'emplois qui ont créé des emplois, elles sont moins nombreuses car elles sont en baisse de 69%, alors que celles qui licencient, elles progressent de 50%. D'ailleurs, sur l'aspect géographique et dans l'Hexagone, c'est clairement l'Île-de-France qui est la plus touchée. Et en conclusion de ce rapport, le Numéum, qui est d'ailleurs le nouveau nom du Syntec, il met en avant la baisse du financement des startups, avec en parallèle des exigences plus élevées sur la rentabilité, mais malgré tout, le syndicat y se montre un tout petit peu optimiste, car le PIB français y reste en croissance au premier trimestre.
Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir en ce mercredi matin. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié ce résumé de l'actu, surtout n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à partager la vidéo autour de vous. Et pour ma part, et comme je vous l'ai dit en intro, on se retrouve ce soir vers 20h30, 21h, quelque chose comme ça, pour la keynote de la Google I.O., en espérant qu'il n'y ait pas trop d'IA, mais bon, je crois que c'est un peu un faux espoir. Allez, faites en attendant un coucou au Solange et au Solveig, et je vous dis soit à ce soir, soit à demain pour un nouveau Dev Café.